l'histoire, je la connaissais. L'histoire, c'est une histoire que c'est pas une histoire cachée, même si cette année, on a vécu tellement des histoires tellement dures, qu'il y a tellement de souffrance, il y a beaucoup d'histoires à cette époque-là, pas seulement à l'Uruguay, mais toute la Latine-Amérique, toujours c'est... Mais pour moi, c'est que c'était très extraordinaire, une opportunité vraiment unique, c'était de pouvoir commencer à ce type d'aventure, que pour moi, c'est les choses les types de choses parce que je fais du cinéma, parce que pour essayer de prendre ce type d'expérience sur la condition humaine, de faire ce type d'investigation, d'aventure, qu'on commence à voyager et on ne sait pas exactement comment ça va finir. Il finit et tu reviens complètement différent. Nous-mêmes, je pense que toute l'équipe qui a travaillé au film, c'était une expérience vraiment... C'était tellement forte que je pense que personne a retourné le même. Mais pour moi, c'était surtout le travail de scénario. Et je pense on a pris, je ne sais pas si 1 an et demi en train de parler avec eux, en train de lire, en train de penser. Moi, j'étais en train de finir mon deuxième film et donc j'avais pas, comment dire, l'humour parce que on devait avoir le courage pour sauter dedans cette histoire. Ce film, vous le portiez depuis longtemps? C'est parce qu'il n'était pas au début un film, c'était une histoire très forte, mais peut-être ça a pris 1 an et demi jusqu'à j'ai décidé d'écrire le premier scénario. C'était pas clair qu'on pouvait raconter cette histoire d'une façon cinématographique, surtout parce qu'il n'y avait pas ce type de narratif plus conventionnel. C'était leur expérience et leur témoignage quand je suis été beaucoup de fois avec les trois en de différents moments. C'était un témoignage très difficile parce qu'il n'était pas un film de prison, parce que le film de prison a toujours la préparation de la fuite, aussi comment il s'est créé une nouvelle société. Mais ça, c'était la manque complet de la langue. L'isolement, ouais, c'est ça, c'est l'isolement, c'est la... Et donc, c'était vraiment difficile de faire une chose que c'était beaucoup plus expressionniste et beaucoup plus dans l'expérience de... Un homme, par exemple, quand le langage est fini, un homme commence à vivre dans une temporalité circulaire, pas linéaire. Ouais, ils ont passé 2 ans, chacun 2 ans au fond d'Ampuis, je crois, tous enfermés au fond d'Ampuis, sans parler à personne, quoi, sans... Yo no sé exactamente por qué cada cosa, pero sí, evidentemente, esto desarrolló como una convicción muy grande dentro de ellos. Las personas que son capaces de sobrevivir estas cosas, hay esa frase de Nietzsche, aquel que tiene un porqué vivir o sobrevivir, encontrará más fácilmente un cómo hacerlo. Obviamente hay cierta gente, hay un cúmulo de circunstancias, pero también hay un grado de capacidad de que la gran mayoría de gente... Hay una cosa en el libro de Viktor Frankl, no sé si lo conoces, El hombre en busca de sentido, que relata la supervivencia y la psicología de los supervivientes de campos de concentración, y que él dice, aquellos que sobrevivimos, o sea, fue por un cúmulo de circunstancias y casualidades, pero solo sobrevivimos aquellos que podíamos adaptarnos al mal, a que podíamos adaptarnos a ver la peor cara del ser humano y a bajar, a estar en el barro, bla, bla, bla. Aquellos que tenían el grado de nobleza, el grado de bondad y que estaban expuestos a eso, no pudieron hacerlo. Y termina diciendo que nadie se equivoque, los mejores de nosotros no consiguieron hacerlo.
Yo creo que hay algo que yo lo que siempre les pregunté a ellos tres, cómo hicieron, y los tres te responden como pudimos. Y creo que hay algo que yo me acuerdo la primera vez que me reuní, de hecho, con los tres cuando Mujica todavía era presidente, en la torre presidencial ejecutiva, y él claramente, y él lo dijo, pero después me lo dijo muchas veces, él me dijo, o sea, que había días que se levantaba y seguía extrañando el calabozo. Y esto, alguien que está así en su escritorio presidencial, extrañando el calabozo. Yo quedé helado y le pregunté cómo, y me dice, porque yo nunca tuve tanto tiempo para ser yo mismo. Fueron los 12 años más duros de mi vida, pero también fueron los que más aprendí de mí. No sé, creo que como toda experiencia puesto al fuego, el hombre... hay algo que nace o no, y es súper difícil saber esto, ¿no? Siempre contamos las historias de aquellos que lo logran y nos olvidamos de que la gran mayoría es que no lo pueden. Vas a tener un traductor a partir de ahora. Brièvement, avec la question de comment est-ce qu'on peut expliquer que les trois protagonistes du film ont survécu et ont même en fait développé un rôle très important dans la société uruguayenne. Il dit je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Sûrement le rôle de l'idéal qui les a portés, qui les porte, a été très fort. Et ensuite aussi cette capacité de certaines personnes qui se sont retrouvées dans ces conditions d'emprisonnement, de torture, qui ont vraiment su quelque part faire face et s'adapter au plus mauvais chez l'homme, et qui ont pu s'adapter et faire face à ça et évoluer avec ça. Ça, c'est les deux qualités qu'il a. Un a décédé il y a 2 ans, le Mujica et Rosenkopf, oui. Ouais, bien sûr. Non, c'était beaucoup des années en train de parler avec eux. Aussi avec beaucoup d'autres personnes dans absolument de différentes situations, des autres prisonniers, historiens, même militaires, et même aussi de psychologues, neurologues, je ne sais pas comment dire ça, mais pour essayer de comprendre comment le cerveau d'un homme qui est dans cette situation fonctionne. Parce que le cerveau a besoin de la langue ou du son pour donner quelque type de narratif à cette existence. Sinon, un jour devient une autre. Et hier, c'est complètement s'efface avec ton passé de non avant. Et 1 heure avant, tu peux pas mettre, tu peux pas organiser le cerveau et d'espérer en train d'essayer de pouvoir s'organiser pour donner quelques narratifs au passé, et en donnant ça, il peut donner quelques idées de situation au présent et projeter un futur. Sans ça, il commence à devenir une étape plus proche des animaux, en train de seulement survivre sur la nourriture, dormir, respirer, tout ça. Mais c'était ça, quand j'ai parlé avec eux, ils commençaient à te raconter des histoires. Mais à la fin, c'était des histoires et c'était plus propre d'un rêve, comment on dit, un cauchemar, non, un cauchemar, oui, parce que c'était vraiment la destruction du langage. Non, il a sorti en même temps des élections. C'était une chose incroyable. Ce qui s'est passé parce que moi j'ai reçu des tas de vidéos, et ils sont parmi dans la presse même, en train de voir 2 salles comme ça, pleines. C'était vraiment une success à Brésil.
Et à la fin du film, il commençait le public à crier, à dire nunca más, plus jamais. Et c'était vraiment dur. C'était vraiment même des vidéos avec des autres politiciens, de Haddad, et ça, je ne me rappelle pas son nom, de la vice-présidente, Haddad, l'autre qui était en train il est allé au cinéma et des autres personnes qui sont. J'ai des vidéos, ils sont surtout l'internet, des vidéos de personnes en train de crier, c'était vraiment une chose très épidermique pour une société qui était en train de se battre avec beaucoup de choses. En dehors, la situation politique, seulement en termes de la relativisation du passé. Sí, voy a hacerlo. Creo que es una pregunta muy complicada porque creo que en sí el cine tiene un compromiso muy grande que no puede asumir, por ejemplo, la responsabilidad de cerrar heridas que una sociedad no puede, que no cierra por sí sola, o que la historia. Alors c'est une question complexe. Donc oui, le cinéma en fait a une responsabilité, mais il ne peut pas porter la responsabilité de soigner des blessures d'une société entière. Oui, il y a un engagement, mais c'est différent que de prétendre à soigner quelque chose. Oui, non, mais excuse-moi. Seulement pour le... Ce que je veux dire, que le cinéma ne peut pas soigner de blessures qu'une société ne peut pas pour elle-même. Il peut pas, le cinéma... Je viens de le dire. Entonces, es como... Sí creo que el cine es una posibilidad, de, como yo lo veo, de explorar el otro, explorar la otredad. Donc oui, le cinéma est une possibilité d'explorer l'autre, d'explorer l'altérité. Y al explorar el otro, es como que de golpe durante 2 horas te olvidas de vos mismo y en una sala de cine y sos otro y viajás a través de él. Et pendant 2 heures, dans une salle de cinéma, on s'oublie en fait de soi-même et on est l'autre. Y al ser el otro, uno más que nunca uno mismo. Hay un grado raro de efecto. Et il se produit quelque chose de très, très étrange, mais en étant plus soi-même, on est l'autre et on est nous-mêmes dans cet effet. Y de golpe es como que la aventura que pasa cierta gente no te es tan ajena o indiferente. Y en ese sentido creo que sí, que el cine es la responsabilidad del lado más interno. Por eso, ¿crees que siga? Pero... Et c'est de cette manière en fait qu'on a en fait une forme d'identification en fait et de proximité, d'empathie avec cette expérience de l'autre, avec cette étrangeté qui ne l'est plus. Y creo que ahí radica la capacidad de la visión en sí de los artistas, no tanto en sí de brindar respuestas o tratar de arrojar conclusiones a la cara, sino que de hacer preguntas. Et c'est peut-être là en fait qui réside la force en fait du cinéma, qui vient pas se remplacer, en fait, qui vient pas guérir quelque chose que la société peut pas guérir par elle-même, mais ça met dans cette expérience en fait de l'altérité. Sí, o sea, una comedia como Ser o no ser de Ernest Lubitsch puede contar a veces más sobre el fascismo que en realidad un documental sobre la época, siendo una comédia disparatada. Donc il y a parfois en fait des comédies, des fictions comme Être ou pas être, qui peut vraiment en fait aller plus loin et raconter beaucoup plus qu'un documentaire. Par exemple, sur un sujet comme le fascisme.
On a reçu en cinéaste belge, Joachim Lafosse, qui vous rejoint en disant que des fois, il n'y a que la fiction qui peut aller plus dans l'intimité d'une situation, d'une personne, plutôt qu'un documentaire. Oui, La fiction moi, je permet ne veux d'aller pas plus loin. me battre en termes de fiction versus documentaire, mais on a toujours l'idée qu'un documentaire parle de la réalité. Et ça, c'est toujours un point de vue. Je pense que quand on fait cinéma, c'est une opportunité incroyable pour pouvoir, tout au début, partager avec une audience, que ça, c'est une chose miraculeuse. De partager tous ensemble, de nous reconnaître, d'expérimenter. Moi, quand je vois, par exemple, je ne sais pas, un film de l'Iran, j'apprends beaucoup plus de leur vie et de leur situation que dans un journal o de la télé. No, yo creo que el único mensaje es que estamos vivos mientras viajamos siendo otro. O sea, es como que como mensaje en realidad, esto no se trata de en sí de dar mensajes, se trata de provocar el espíritu, al menos yo lo hago de ese lado, y si consigue provocar a un público, Eso es lo que quería genial. saber. Sí. Pero no para dar un mensaje, porque eso ya se vuelve en un acto que toca justamente el tipo de cosas que le gusta que usan los fascismos, los totalitarismos. Para provocar iniciativas, quizá. Yo sí, pero es muy diverso, sí, claro. Pero es un poco de base de lo que uno del espíritu libre que a uno le nace. Alors, Madame questionne, en fait, la question porte sur sa volonté, en fait, de poser ce film en tant que message social, en tant qu'acte politique. Et la réponse de Álvaro est non, il ne s'agit pas pour moi de donner un message, il s'agit de partager une expérience et de voyager à travers l'expérience de cet autre qui nous partage son histoire. Ouais, pour moi, bien sûr, il a un message en termes de moi-même. Moi, j'expérimente un type de choses mais c'est vraiment personnel. Moi, l'idée, j'étais l'autre semaine à Paris, entre grands amis, peut-être il y a des autres Uruguayens d'ici que je connais, qui c'est un metteur en scène de théâtre, Sergio Blanco. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, mais il travaille à Paris. Il m'a dit merci Alvaro, vraiment, surtout pour tous les survivants pas seulement de la dictature, parce qu'à la fin, chaque culture a eu son Tchernobyl, son Auschwitz, son Hiroshima. Hier, on était à Fribourg, on a gagné quelques prix là-bas. La femme qui a donné le prix a commencé à parler aussi de l'Afrique, blablabla. Chacun a son acte de barbarisme. Mais aussi, pour moi, ce que je voulais vraiment expérimenter, c'était l'incroyable capacité de survivre, l'incroyable capacité d'espoir, de faire poésie et de continuer à être humaine. Mais c'était ça. Mais ça, tu dois essayer de le vivre, l'esprit. Si tu peux vraiment, comment dire, nourrir l'esprit, c'est ça. Ce que je crois que le cinéma peut faire. No, yo estuve en un par de celdas donde ellos estuvieron, un par de calabozos, bueno, eran varios, eran calabozos que vos ponías las manos así y no podían ni estirarlas. Donc j'ai été en fait visiter, je me suis rendue sur les lieux, dans certains lieux où ils ont été emprisonnés, donc dans ces espaces en fait minuscules où on ne pouvait même pas écarter, ouvrir les bras. Pero obviamente tuvimos que reconstruirlos para la película y había toda una parte de que no solo era importante el realismo, sino la experimentación de cómo ellos experimentaban ese espacio.
Et ensuite, on a aussi vraiment dû reconstruire ces espaces en fait au sens du film pour pouvoir en fait tourner le film et sûrement ce qui nous importait était de pouvoir transmettre quelle avait été leur expérience de ces espaces. Y sí filmamos en cuarteles reales, los exteriores, y sí filmamos en la cárcel Libertad también. Et ensuite, oui, on a filmé dans des prisons, dans les cuarteles, dans les casernes. Merci. Y ¿qué más? Ellos no sabían dónde estaban, ellos tenían mucha desorientación, ellos tenían una capacidad bueno, es que en realidad estaban todo el día, cuando estás todo el día sin hacer nada y no puedes hacer nada, tu cerebro está todo el día pensando. Y ellos trataban de calcular cuánto tiempo, recordaban cuando estaban en un camión, aunque estuvieran encapuchados, si habían estado media hora en recta y habían girado a la derecha y después a la izquierda, y si la carretera era pavimentada por cómo se movía o era de balastro, y trataban de identificar qué lugar podía ser. Y iban así construyendo. Ahora estamos en 33, ahora estamos en Paso de los Toros. Et voilà, dans leur témoignage, en fait, ils nous disent en fait qu'ils ne savent pas exactement où ils étaient emprisonnés et que ils avaient en fait une manière d'essayer de calculer où ils allaient pendant ces voyages. En fait, un camion où ils étaient les yeux bandés, les têtes couvertes, et qu'il faisait ça en essayant de mémoriser le type de route sur laquelle il roulait, combien de temps il passait en ligne droite, à quel moment ensuite il tournait, et comme ça ils pouvaient reconstruire. Intentaban, pero es que había un despiste general, ya llegó un momento no tenían ni idea dónde estaban. Igual sí es verdad que cuando ellos vuelven a la cárcel Libertad, cuando vuelven a entrar en la cárcel normal, normal, en la cárcel, ellos se empiezan a dar cuenta porque uno consigue ver, como está, la escena es muy cortita aquí, pero yo la contaba bien larga, y Huidobro se empieza a dar cuenta de que empiezan a pasar un pueblo y otro, y dicen, cogimos esta ruta, y se empieza a dar cuenta de que están llegando a la cárcel Libertad. Y ellos cuentan que cuando llegaron a esa cárcel, que fue como si hubieran llegado al Ritz. O sea, que claro, cuando entraron en la celda, no lo podían creer. Decir, es como que de golpe, es como eso se transformó en un hotel 5 estrellas, estar en esa cárcel. Y también otros presos cuentan cuando los vieron llegar. O sea, al día siguiente, porque los trajeron de noche, y el día siguiente que los vieron pasear, que eran 9 personas como salidas del más allá. Donc voilà, c'était vraiment des tentatives hein, dans leur état en fait de confusion, de pensée compulsive et de par leur situation. Mais il y a l'anecdote en fait du retour à la prison de la Libertad, qui est là pour dire qu'ils avaient vraiment en fait pu, ils avaient une forme de conscience, de présence lors de ce voyage de retour à cette prison où ils ont pu en fait voir comment le chemin se déroulait, les localités en fait qu'ils dépassaient. Et que quand ils sont arrivés en fait de retour à cette prison, c'était en fait vraiment comme arriver dans un hôtel 5 étoiles et voilà. Y lo otro es simplemente que sí es cierto, Mujica estuvo mucho más incomunicado, él creía que le estaban grabando y no quería parar de pensar. Y no estuvo muy poco comunicado. Ellos tampoco estuvieron todo el tiempo comunicados, sino que había veces que podían y crearon este código que un poco de vuelta, como el lenguaje en realidad lo salva en sí, porque como el golpecito no es solo saber que está alguien al lado, sino que puedes empezar a ordenar a través de la comunicación
tu vida. Puede empezar a darle sentido. Et donc par rapport à la deuxième question, oui, effectivement, en fait, Mujica était plus isolé en fait en termes de communication, aussi parce qu'il était dans cette histoire en fait d'être sous écoute et d'être sous écoute dans ses pensées. Et du coup, il avait un peu un rôle différent. Comme on le voit dans le film, en fait, ils n'étaient pas non plus tout le temps dans la possibilité de communiquer. Mais lorsque c'était possible, avec ces signes et ces bruits en fait dans les parois, c'était juste en fait d'abord le sentiment de ne pas être seul, d'être avec les autres, et aussi de pouvoir en fait avoir cette accroche à de la communication qui allait permettre en fait de classer les pensées, d'ordonner les pensées. Ouais. Et Mujica un jour m'a raconté, parce que lui était il était fou parmi beaucoup des années en train d'écouter des voix et tout ça. Mais dans un moment, il m'a dit, oui, à moi, un jour, il m'a sauvé une psychiatre. Il me dit ça après 2 ans d'être en train de parler avec lui. Il m'a dit, comment? Est-ce que tu peux me raconter? Lui, il commence à me raconter que dans une des cellules, les militaires étaient, je pense qu'ils étaient en train de faire tellement de bruit et de cris qu'ils ont des idées de l'envoyer voir une psychiatre. Et lui, il a dit, parce que je l'ai vu, il était plus fou que moi. Et en le voyant, il était en train de me donner de pilules, ouais, à dire ça et ça. Mais elle était complètement fou. Mais grâce à elle, j'ai pu avoir des livres. Parce que je l'ai demandé, elle a pu m'envoyer quelques livres de sciences. C'était seulement sciences. Et que Mujica, en lisant des livres de sciences, bien sûr, aucune chose narrative, aucune chose de la poésie, non, mais seulement de la science, il a pu commencer à mettre en ordre ses pensées. On a étudié beaucoup de ça. Moi, je parlais beaucoup avec des psychiatres, neurologues, des docteurs aussi, ça, pour essayer de comprendre comment ça déroule. Bien sûr, chaque une, c'est différent. Et si c'est une chose médicale ou c'est une chose créée. Une des choses, j'ai tellement de choses que j'ai parlé avec eux, mais par exemple, c'est impossible de résumer, mais des choses que Guido un jour m'a dit, tu sais, tu utilises n'importe quel verbe de l'espagnol ou de l'anglais ou du français et tu prends plus temps et ça devient de la torture. Être assis à une salle de cinéma 2 heures, 6 heures, 15 heures, 24 jours, 300 jours. Être en train de m'écouter, moi, 1 heure suffisante. Ça devient une torture. Si tu mets temps, même la mieux de chaise, ça devient une torture si tu es obligé à rester le temps qu'on veut. Mais à cette chose, c'est qu'ils ont perdu tellement leur sens, comment sentidos, les sens, tu sais, ils ne pouvaient pas avoir presque rien, parce qu'il n'y avait pas un horizon, ils n'avaient rien à toucher. Chaque chose petite, il devenait une chose très importante pour eux. Ils avaient le seul sens qu'ils m'ont dit que c'était le sens qui commençait à être plus et plus développé, c'était Louis. Ouais, l'ouïe. Ouais. Mais c'était toujours le plus complexe parce que c'était celui qui, tout au début, pouvait pas s'arrêter. Tu pouvais écouter des choses que tu voulais pas. On pouvait vraiment te faire une agression en termes de télévision, quelque chose. Et Guido
une des choses qu'il m'a dit un jour, c'était incroyable. Il a dit, tu sais, la chose la plus que m'embêtait dans ces 12 ans, c'était pas aucun type de choses violentes et tout ça. J'étais j'étais dans ma cellule et j'écoute quelques soldats en train de se rire et moquer de nous en disant, c'est eux qui voulaient changer le monde, en train de se rire. Hein, c'est eux qui voulaient changer le monde. Comme ça c'était la chose pour lui, la chose qu'il a vraiment donné. Bon, mais et la chose de comment te dis l'huile, ouais, c'est aussi la chose dont tu commences à faire plus d'hallucinations parce que tu sais d'où ils viennent, tu commences à perdre conscience si c'est une chose qui est en train de passer ou ton cerveau est en train de créer. Ouais, c'est une façade. Non, mais... Quoi? Non, mais Non, moi j'ai eu pas seulement leur témoignage, mais aussi des témoignages de personnes de la Croix-Rouge. Ça, c'est une chose très, très large et complexe dans l'histoire de eux, mais aussi de la Croix-Rouge. Et ils ont eu pas seulement une, quelques rencontres avec la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge ne pouvait pas faire de questions. Après, en 1984, je pense qu'il y a un changement à la Croix-Rouge qu'il ne décide pas accepter de visite s'il ne peut pas faire de questions, ne peut pas interroger vraiment les prisonniers. Et en 1984, à la prison Liberté, beaucoup de prisonniers de l'Uruguay ont raconté des rencontres avec la Croix-Rouge. Et c'était la première fois qu'ils pouvaient parler seuls. Mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas rien dire. Donc à la fin, ils étaient en train de jouer un jeu que c'était mais bien sûr, les soldats, ils ont envoyé toutes ces choses pour montrer les trois basiques humaines, bla bla. Mais pour moi, c'était très fascinant quand ils m'ont raconté que cette nuit, ils ne comprenaient pas ce que ça allait passer. Ils ont compris le jour après. Mais la nuit, c'était incroyable parce qu'ils n'ont pas dormi. Ils ont commencé à lire et à comprendre que Franco était mort. Ils ne savaient pas. Et de choses comme ça, pour eux, c'était vraiment une fenêtre au monde. Ils ne voulaient pas dormir. Ils ont dit qu'ils étaient toujours en train de lire tout, et une fois, une autre, et comprendre tout ce que cette année a passé et qu'ils ne savaient rien. Bueno, ellos hablaron mucho públicamente y yo como medio, porque es como muy íntimo, es como que me cuesta contar mucho, porque aparte ellos lo han dicho y no me gusta como poner palabras en nombre de ellos. Non, la question c'est comment en fait on réagit au film Mujica et Rosenkopf. Et Alvaro commence en disant j'aime pas trop en fait me parler à la place des autres. Eux ils l'ont fait, ils en ont dit quelque chose. Claro, igual la película nunca se hizo como que con la voluntad de gustarles y de hecho es como siempre ellos tuvieron la valentía o la confianza de decir, nosotros ya vivimos esta historia, haz lo que te inspire. O sea, es como que nunca hubo ningún grado de nada de esto. Contaron, pero ningún tipo de que tenían que estar de acuerdo con nada y nada. Es cierto que se la mostré antes de terminar porque había un acto personal que yo sentía que tenía que compartirlo. Donc, à aucun moment, en fait, il a été question, en fait, que ce film doive leur plaire.
Et en fait, pour eux, c'était aussi clair dès le départ, en fait, que ils ont vécu tout ça. Et au fond, ils disaient, ça c'est ton film, à toi de raconter ce que tu veux raconter. Y lo que sí es que cuando, por ejemplo, por compartir dos anécdotas, cuando la vi con Mujica, claro, él salió, bueno, él estaba extremadamente emocionado y en un momento le digo, vamos a grabarle un video a Antonio para enviárselo, Antonio el actor que hace de Mujica. Et par contre, effectivement, moi, j'ai pris le temps en fait de leur montrer le film avant, et ça relevait plutôt d'une volonté intime et personnelle. Et lorsque je regardais le film avec Mujica, il y avait beaucoup d'émotions. Et à ce moment-là, je lui ai proposé en fait de nous filmer pour envoyer sa réaction à Antonio, l'acteur qui l'a interprété dans le film. Bueno, je lui demandé quelques mots, ¿no? Y él agarra y dice, Antonio, te agarraste una changa de representarme, es una pausa, en realidad lo hiciste mejor que yo. Et il y avait quelques mots en fait dans le message qu'on lui a envoyé, et Mujica a dit à l'acteur, pas de bol, tu as dû me représenter, incarner mon personnage, mais je crois que tu l'as fait bien mieux que moi. Y después agradeció por aquellos que no lo consiguieron ver y bueno, pero él fue muy duro y es curioso porque creo yo creo que con toda la dificultad de una personalidad así, es alguien que realmente, no sé, mi percepción es que carece en ese sentido de vanidad, o sea, realmente él lo primero que hizo cuando salió fue decirme, esa frase que me pones, que es una frase improvisada, cuando le dice firma aquí, y el militar lo insulta y le dice que ya en el futuro se van, esto, y le dice, le deseo lo mejor, o sea, que es una frase que cuando estábamos rodando en la cárcel Libertad le digo, Antonio, ¿por qué no le deseas un buen día? O, dile algo. Y Antonio se lo dijo, estábamos rodando en la cárcel Libertad, que está lleno de presos de máxima seguridad, un griterío, todos básicamente diciendo que gritos ahí cuando tienes a 3.000 personas gritándote que te van a violar, matar y demás cosas, es complicado concentrarse en esto. Y él le dijo eso, y Mujica cuando salió lo primero que me dijo es, lo más importante es justo esa frase. Le deseo lo mejor, o sea, decirte lo que me haces decir, o sea, que como que no era un tema de mostrar lo que él sufrió, que esto, que lo otro, sino había un grado de conciliación Pero que él estaba de acuerdo con esa frase improvisada. Claro, me dijo, es que se quedó con eso, lo que más se quedó, y quedó, obviamente, bueno, quedó muy emocionado en sí con el tema de lo de la madre y demás, que en realidad es un personaje que yo investigué, pero él casi no me contó, sin embargo, él vio a su madre. Donc beaucoup d'émotions en fait pour Mujica en voyant ce film, notamment par rapport au personnage, au portrait que je fais de sa mère, même si c'était un aspect que lui il n'avait pas vraiment développé dans nos échanges. Et ensuite, en sortant du film, il s'est attaché en fait à un détail, en fait à un dialogue du film qui est celui de la sortie de prison, en fait la libération de Mujica, lorsqu'il doit signer le papier, le militaire en fait l'insulte, et Mujica répond je souhaite le meilleur. Et en fait ce n'est pas quelque chose qui vient des récits de Mujica, sinon c'est une improvisation du tournage. Mais surtout, c'était intéressant que lui, il n'a pas répété dans toutes les souffrances et tout ça. C'était vraiment pour lui ces petites choses du résilience qu'il a eu. Et il a dit, ouais, il était extrêmement ému, sa mère, blablabla. Mais lui, il n'a pas voulu le voir de nouveau. Et quand on a fait la sortie du film au Festival de Venise, lui, il est allé le jour après, parce qu'il était à l'Italie, à l'Europe, mais il n'avait pas voulu voir le film jamais de nouveau, même s'il a venu avec nous à l'Argentine à faire une conférence de presse, que c'était une des choses les plus
je ne sais pas, émotionnel que j'ai vu, parce que c'était lui et Rosenkopf en train de parler avec tellement de personnes autour de l'expérience vitale d'un homme dans ces jours. Et quand le film a été sorti à l'Uruguay, Rosenkopf est venu, parce qu'ils sont tout le temps en train de rire, et ils sont tout le temps en train de rire de leur passé, de leur situation, que personne, que tout le monde serait plus solemne de la douleur, et ils sont tout le temps en train d'une façon aussi d'échapper, ou de... C'est une défense, c'est toujours l'humour, mais je me rappelle parce que Rosenkopf l'appelle, et la discussion c'est « Mais pourquoi tu ne viens pas? Ça va être seulement 2 heures, on va pas nous retenir 12 ans de nouveau, ça va être seulement 2 heures. » Et la discussion entre ces deux mecs, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup Alvaro. Merci tout le monde.